euh, voilà, je pense que c'est déjà lancé l'enregistrement. Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes là au 29, au 29 avril 2021. Peut-être, si ça vous dérange, il y a un bruit au fond ici. C'est parce que on coupe la pelouse juste en face de mon bâtiment. Donc, j'imagine, encore une demi-heure, vous allez écouter ce bruit dérangeant ou pouvant vous déranger un petit peu. Et avant de commencer, parce que ce qui est prévu aujourd'hui, c'est une petite discussion encore sur soumission. Et la discussion que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est la préparation pour l'activité écrite concernant soumission de Wilbeck. Donc, pour ceux qui ne sont pas là présents au débat, ce n'est pas grave, mais quand même, la possibilité du débat va vous aider dans la réflexion et la conception de la réponse à cette question que je vais vous proposer. Donc, je vais penser une question du roman et vous faire réfléchir, et puis on revient au grand groupe. Ou sinon, parce que là, nous sommes 7, ouais, peut-être il vaut mieux qu'on se sépare en 2 groupes de 3 personnes et pour bien faire le débat. Mais avant de le faire, je voudrais vous proposer un changement au niveau du programme jusqu'à la fin du semestre, parce que nous avons encore 2 romans à lire, n'est-ce pas? Et évidemment, comme je vous ai dit, le 3e et le 4e roman à lire, ce sont des romans beaucoup plus simples à lire et beaucoup plus courts aussi. Là, je me souviens plus les nombres de pages, mais l'événement d'Annie Ernaux, ça fait 60 pages, si je ne me trompe pas. Et le livre de Nathalie Sarraute, ça fait environ 90 pages. Et ce n'est pas beaucoup. Et l'ordre du programme, c'était de passer après soumission à l'événement d'Annie Ernaux et puis à Tropisme de Nathalie Sarraute. Et en fait, je vais faire une inversion. Je vais vous proposer cette inversion. Donc, de commencer à travailler avec Nathalie Sarraute et la dernière semaine de cours, ou les 2 dernières semaines de cours, on parlera d'Annie Ernaux. Pourquoi je vous fais cette proposition? Parce que le livre de Nathalie Sarraute, c'est un livre un peu différent. Si vous avez déjà commencé à le lire, Jobin aujourd'hui, il est inquiet, il entre, il sort, je ne sais pas ce qu'il fait ici. Mais le livre de Nathalie Sarraute, tout d'abord, c'est un livre qui appartient en quelque sorte au courant littéraire du nouveau roman. Et cela dit, la semaine prochaine, je vais vous parler du nouveau roman et pas du livre en détail. Donc, vous aurez quand même, avec cette inversion, je vous donne encore une semaine de plus pour commencer à lire le livre de Nathalie Sarraute. Et vous pouvez répondre tranquillement à la question concernant soumission. Et en plus, le livre de Nathalie Sarraute, ce n'est pas vraiment un roman, comme vous allez voir. D'accord? C'est une série de petites histoires qui n'ont pas une progression, en fait. On peut, en quelque sorte, lire ce roman en essayant de lui donner une unité, mais en fait, c'est que nous avons, on va en parler en détail, mais nous avons l'impression que chaque histoire, chaque partie du livre, c'est les débuts d'un roman, les débuts d'une histoire qui n'a pas de suite.
Comme je vous ai déjà dit, on expérimente en lisant Tropisme de Nathalie Sarraute une perte de repères, uma perda de referências au niveau de la construction des personnages. Si dans les deux premiers romans, avec ses propres différences, Soumission et Chanson douce, on a quand même l'approfondissement psychologique des personnages. Dans les livres de Nathalie Sarraute, ça ne se passe pas. Ça n'a pas de lieu. Donc, nous avons des personnages qui n'ont même pas des noms. D'accord? Et en plus, et pourquoi je l'ai dit, je sais, je comprends que vous êtes bien chargé à la fin du semestre. Et donc, même s'agissant d'un livre court, d'un roman, je vais l'appeler un roman ici, court, si vous ne terminez pas la lecture, ce n'est pas grave. Vous aurez quand même l'esprit du livre. D'accord? Et je peux, la semaine prochaine, vous parler du courant littéraire nouveau roman. Je vais parler un peu de Rob Grillet et de Nathalie Sarraute. À la semaine suivante, on discute le livre. Et puis, on aura probablement, ce sera la dernière semaine de cours, on entrera dans le récit autobiographique, d'accord, de Annie Ernaux. Et là, Annie Ernaux, ça vaut la peine de le lire tout entier. C'est une lecture, comme je vous ai dit, rapide, 60 pages, mais très dense, très difficile à lire parce que ça parle de... c'est un récit autobiographique d'un avortement pendant sa jeunesse. Et donc, il y aura pas mal d'aspects à discuter au niveau de l'écriture de soi, le récit autobiographique, en plus la condition de la femme, l'avortement, etc. D'accord? Donc, c'est ça. Je vous propose, mais c'est comme ça, cette proposition est avantageuse pour vous. Ce que je propose, c'est pas vraiment une proposition, mais plutôt une imposition. Mais c'est pour vous bénéficier. D'accord? Et comme ça, vous auriez quand même une semaine de plus pour commencer à lire ces livres-là. Les deux, en fait. Parce que si vous laissez Annie Ernaux au dernier moment, ce sera plus difficile à le lire. D'accord? C'est bon? OK. Et pour l'instant, là, nous sommes 6 personnes, c'est-à-dire 5 personnes et moi, 5 étudiants et moi. Et on était 7 tout à l'heure, mais j'ai vu qu'on a perdu quelqu'un, un soldat est resté sur le chemin. Et peut-être, je ne sais pas si... parce que je comptais vous organiser en au moins 2 petits groupes, mais là, si nous sommes que 5 personnes, peut-être... d'accord, là, il y a Isabelle qui revient. Et en fait, ce que je voudrais vous proposer comme orientation au débat aujourd'hui, c'est une réflexion que je faisais à propos de ce livre et du contexte peut-être politico-socio-culturel que nous vivons aujourd'hui, qui a un rapport avec ce livre. Et comme nous avons déjà discuté ici pendant les dernières semaines, il y a plusieurs couches, plusieurs aspects de ce livre à discuter, comme la représentation de la femme, nous en avons parlé un petit peu. Nous avons aussi la critique aux intellectuels, à l'élite intellectuelle de la France, aux professeurs universitaires aussi.
d'une certaine façon, avec la figure de Myriam et sa famille, une vision des Juifs aujourd'hui aussi. Par contre, j'ai décidé de... c'était quelque chose euh, qui m'a touché peut-être ces derniers jours en, en réfléchissant à propos de ce livre, à la question parce qu'il y a certains moments du livre, en raison du changement politique qu'il décrit ou qu'il imagine pour la France, euh, il y a certains extraits dans lesquels il parle de l'éducation en France. Et en fait, ce qu'il va dire ici, c'est par rapport au changement de l'éducation, par rapport au changement pas du régime politique, mais plutôt les changements de la direction politique de la France, n'est-ce pas? Et donc, j'ai ici 2 ou 3 pages à vous indiquer pour lire et discuter ensemble, et une question à vous poser. Et la question, tout d'abord, c'est, je ne sais pas si vous suivez un peu euh, le débat, ouais, comme je disais, socio-culturel aujourd'hui, à propos de la politique culturelle, je dirais un peu comme ça. Et donc, je vais vous apporter ici quelques notions pour provoquer le débat. Euh, Probablement, si vous suivez plus ou moins les débats publics aujourd'hui, en raison de la montée de la droite, de l'extrême droite un peu partout au monde, avant d'entrer dans l'explication de la question que je vous pose, est-ce que vous avez entendu parler, je ne sais pas si vous suivez les news en France, et est-ce que vous avez entendu parler d'une tribune des militaires ou d'une tribune des généraux en France récemment? Vous avez entendu parler de ça? Non, pas du tout. D'accord. Moi non plus. Ça m'a fait penser, ça m'a fait beaucoup penser à notre discussion de la semaine dernière et surtout aux commentaires que Rodrigo a fait par rapport à sa lecture de soumission. Si je me souviens bien, Rodrigo avait dit la semaine dernière que la lecture de soumission était dérangeante parce qu'elle était très proche de la réalité, n'est-ce pas? C'est ce genre de science-fiction ou politico-fiction qui dérange parce que c'est trop proche de la réalité. Et la semaine dernière, j'ai eu une copine française dans une un vidéo appel, une vidéoconférence, juste pour, ça faisait longtemps qu'on ne se parlait pas. Et en fait, je me suis rendu compte que certains enjeux que nous vivons ici au Brésil au niveau culturel, politique, ils vivent aussi en France. Et parfois, pourquoi je l'ai dit? Et là, maintenant, on est en train d'enregistrer les cours, ce sera enregistré. Parce que je ne sais pas si c'est votre vision à vous, mais on est tellement submergé à cause de la politique de Bolsonaro, que nous pensons parfois ou nous avons l'impression que toutes ces toutes ces choses-là que nous vivons maintenant ne se passent qu'ici. Et en fait, plus ou moins la même négation de la réalité est vécue aujourd'hui en France aussi. Et n'oublions pas que le médecin qui, l'année dernière, a commencé à parler de la possibilité de l'usage du médicament hydroxychloroquine, c'était un médecin français. Et il me semble qu'il a été condamné ou
où il va être jugé à cause de, de sa démarche scientifique, qui était biaisée ou erronée en quelque sorte. Et donc, vous savez aussi, là, le livre de Houellebecq nous donne ce contexte aussi. Marine Le Pen et sa famille, la famille Le Pen, parce que son père, Jean-Marie Le Pen, était un politicien d'extrême droite, ouvertement antisémite, raciste, etc. Et qui a été, il a passé au deuxième tour au présidentiel dans les années 90 contre Jacques Chirac. Probablement, vous avez entendu parler de l'administration Jacques Chirac. Et Jacques Chirac n'était pas vraiment un politicien qui enflammait les esprits, mais il a été élu parce que les gens ne s'intéressaient plus à la politique dans les années 80. Et c'est plus ou moins la même situation. Et comme vous voyez, je reviens là à l'idée de Rodrigo, de la proximité ou de la similarité de la réalité avec le contexte fictionnel de ce livre. Ce que Houellebecq fait aujourd'hui, c'est de mettre à jour un enjeu que la France a vécu dans les années 90, qui était à ce deuxième tour au présidentiel entre Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen. Et donc, la différence, c'est que Jacques Chirac était vraiment un républicain et modéré. Il n'était pas, comme je disais, à enflammer les esprits, il n'était pas un politicien, mais c'était un politicien traditionnel en quelque sorte, un homme politique traditionnel, peut-être des centres droite en quelque sorte. Et la France s'est mobilisée à l'époque pour élire Jacques Chirac à cette époque-là. Je reviens, c'est que je vous ai demandé si vous avez entendu parler de la tribune des militaires. C'est que des militaires à la retraite, des militaires français à la retraite, c'était la semaine dernière, parce que ça a été publié, si je ne me trompe pas, le 21 avril, ils ont publié cette tribune, c'était une lettre ouverte au président de la République, Emmanuel Macron, aujourd'hui, disant que si Emmanuel Macron ne prend pas l'avant, s'il ne lutte pas pour la République, la patrie française, il peut y avoir une intervention militaire en France. Donc, et en plus, ce texte-là, il a été signé par quelques généraux à la retraite et il a été souscrit ou signé par 1200 militaires de l'active, d'autres degrés dans la hiérarchie militaire, mais des militaires, mais quand même 1200. Ce n'est pas à négligencier. Donc, pourquoi j'utilise cet événement récent? C'est parce qu'ici, nous vivons depuis l'élection de Bolsonaro la menace d'un coup d'État militaire, n'est-ce pas? Et moi, au moins moi, personnellement parlant ici, j'ai jamais entendu parler, depuis que j'étudie la France et que je suis en contact avec la France, je n'ai jamais entendu parler d'une menace de coup d'État par des militaires en France. Et là, on est en train de parler de ça. Et je peux partager après dans la salle virtuelle cette lettre. C'est une lettre courte, si vous voulez la lire, c'est facile à lire. Et par exemple, je vais juste voir ici, ça se termine, la lettre, avec ces deux lignes. On le voit, il n'est plus temps de tergiverser, sinon demain, la guerre civile mettra un terme
à ces chaos croissants et les morts dont vous porterez la responsabilité se compteront par milliers. Donc, il y a vraiment, et le paragraphe d'avant, on dit, par contre, si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se reprendre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et une intervention de nos camarades d'actifs dans une mission périlleuse de protection de nos valeurs civilisationnelles et de sauvegarde de nos compatriotes sur le territoire national. Donc, c'est intéressant à voir, surtout, je profite ici, Rodrigo et Patrice, vous êtes de la traduction, le vocabulaire est le même utilisé par l'extrême droite au Brésil. Guerre civile, intervention, etc. Et c'est intéressant, les débuts c'est pas le début, mais une partie de cette lettre, ils disent que d'une certaine façon, la France est en train de perdre ses références ou ses valeurs tout court, en raison d'une lutte dite antiraciste. Donc, dite, peut-être ce n'est pas exactement ces mots-là. Et voilà, donc c'est quelque chose d'intéressant parce que là, nous sommes en 2021, le livre se passe en 2022. C'était un contexte un petit peu différent, mais on joue toujours avec la peur des gens, n'est-ce pas? Et il me semble que j'ai pris contact avec cette tribune des militaires. Ça n'a pas été avec cette copine avec qui j'ai parlé, mais plutôt parce que j'ai vu sur la presse que, en fait, Emmanuel Macron, il va punir les militaires qui ont signé, qui ont écrit cette lettre. Au contraire de ce qui se passe ici au Brésil, parce qu'on menace et rien ne se passe, n'est-ce pas? Donc, on a le droit de menacer la République, de menacer la démocratie, sans que rien ne se passe. Donc, ça, c'est le contexte que j'utilise parce que c'est le contexte du livre et en quelque sorte le contexte du moment dans lequel nous vivons maintenant. Et d'une certaine façon, dans ce livre de Houellebecq, il y a une certaine critique à l'Occident, n'est-ce pas? Et comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si vous suivez le débat je vais dire, de l'extrême droite au Brésil et de la critique à l'extrême droite au Brésil. Pourquoi je parle? Parce qu'il y a les deux. Il y a les gens qui renforcent cette idée et les gens qui sont critiques à cette idée. Et deux notions qu'on peut utiliser ici, c'est le marxisme culturel d'un côté et de l'autre côté, un concept d'Antonio Gramsci, l'intellectuel, le philosophe italien, qui est l'hégémonie culturelle. Et cette idée de l'hégémonie culturelle, et comme je dis là, et là c'est le moment à nous de réfléchir de manière critique à ces notions-là. Vous allez, si vous faites une recherche, surtout en portugais aujourd'hui, vous allez retrouver des références à Gramsci, de certains intellectuels de gauche. Par exemple, sûrement vous connaissez Sabrina Fernandes, d'ici de Brasilia, qui est sûrement, il n'y a aucun doute, une intellectuelle de gauche, même je dirais, je ne vais pas dire d'extrême gauche parce que ce qu'elle dit n'est pas
n'est pas, c'est de l'ordre d'une idéologie politique, mais c'est pas extrémiste au sens même je sais pas, de l'expression. Et vous allez voir, par exemple, Olavo de Carvalho parler de hégémonie culturelle. Pourquoi les deux parlent de cette notion? Parce que, tout d'abord, les gens de gauche, parce qu'ils étudient vraiment Gramsci, parce que c'était je vais dire, peut-être un lecteur de Marx ou du marxisme, en quelque sorte. Et le cas ici, chez nous, au Brésil, d'Olavo de Carvalho, il va parler parce que de hégémonie culturelle de Gramsci, parce qu'il va s'approprier de cette, en quelque sorte, de cette démarche, de cette procédure pour la mettre en place, pour arriver à un certain résultat. Et pourquoi je parle pourquoi je fais cette introduction? Parce que je vais vous demander à réfléchir sur un extrait du roman qui parle de l'éducation. D'accord? Et l'idée de cette hégémonie culturelle, c'est que normalement, c'est une observation que Gramsci fait je vais dire comme ça, de la domination culturelle, c'est-à-dire les classes dominantes, elles dominent aussi la manière de penser. Donc, il y a une hégémonie des pensées de la classe dominante. Un exemple, et quand on parle de cette domination, on parle de occuper les postes à l'université, occuper la presse, c'est-à-dire les journaux, etc. Et comme ça, on arrive à changer la mentalité de la société civile. N'est-ce pas? Par exemple, moi, je trouvais un commentaire qui donnait comme exemple le néolibéralisme. N'est-ce pas? Si vous reculez dans le temps, dans les années 80-90, on a diffusé l'idée que le néolibéralisme était la solution à tous les problèmes, que les problèmes qu'on avait, c'était la faute à l'État, l'État est trop grand, donc il fallait réduire l'État et donner plus de place à l'initiative privée. Donc, ça, c'était aussi diffusé dans la presse. On a eu des professeurs qui sont partis aux États-Unis, qui ont fait leur formation en master et doctorat à Chicago, par exemple. C'est le cas du ministre de l'économie, Gates, etc. 2 secondes, je vais vérifier ici le commentaire de Rodrigo. Oui, exactement. Le concept de guerre culturelle, c'est ils sont liés. L'idée de la guerre culturelle et de la hégémonie culturelle, ils sont liés, n'est-ce pas? Parce que la hégémonie, c'est ce genre de notion plutôt, on peut dire plus ou moins descriptive, n'est-ce pas? Et l'idée de guerre culturelle, c'est cette idée de comment on prend le pouvoir au niveau des idées. Et comme je vous donnais là l'exemple du néolibéralisme, est-ce que ça dérange trop le bruit ici ou vous n'entendez même pas le bruit ici? Non, c'est tranquille, c'est au fond, donc Ah, d'accord. ça dérange Okay. pas. D'accord, parce que moi, ça me dérange assez ici. Et je pense que chez toi, c'est plus dégoûtant, c'est plus haut. Ouais, c'est plus fort. Et donc, d'une certaine façon, quand Gramsci propose cette idée-là, on voit, après un certain mouvement de la gauche, d'occuper ou de s'organiser pour occuper certaines places ou certains postes dans au niveau de l'éducation,
de la presse, etc. Et comme ça, les valeurs, ces valeurs qu'on a envie d'imposer ou d'introduire dans la société, ça se fait peu à peu. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. C'est quelque chose qu'on fait peu à peu. Sauf dans les cas de révolution, n'est-ce pas? Et le cas ici du roman, c'est presque une révolution. Ce n'est pas parce que, par exemple, certaines critiques ou certains études, tout d'abord, on voit du côté de l'extrême droite au Brésil aujourd'hui parler que l'université est gauchiste, telle comme la presse est formée, où il n'y a que des communistes dans la presse et dans les universités, n'est-ce pas? Comme si l'université a été ou avait été dominée par la gauche et le communisme depuis toujours. Et si on est vraiment des bons lecteurs des intellectuels ou de l'université ou de l'élite pensante brésilienne, on sait très bien que nous avons toujours été très conservateurs, très élitistes, très conservateurs en quelque sorte, n'est-ce pas? Donc, peut-être cette idée de hégémonie culturelle, si aujourd'hui nous avons certaines valeurs plus propres à la gauche, c'est aussi une évolution. Aujourd'hui, on peut placer l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale, la création de l'ONU, la Déclaration des droits de l'homme de 1948, qui nous a introduit certaines valeurs du droit de l'homme aujourd'hui, de l'homme, de la femme, le féminisme qui vient un peu après, etc. Donc, en quelque sorte, ce sont des valeurs aussi démocratiques, n'est-ce pas? Et donc, je fais cette introduction juste pour vous proposer une question plus précise sur le livre. Au lieu de vous proposer quelque chose de très général de cette fois-là, parce que je vous ai proposé concernant Chanson douce, 4 questions en quelque sorte de réflexion générale à propos du livre. Et ici, je vais faire un peu différent parce que je sais que certains aspects du livre sont difficiles d'être saisis, d'être compris par vous à cause de références culturelles à l'actualité française, etc. Et donc, je vous propose une réflexion plus ponctuelle. D'accord? Et donc, là, nous sommes 7 personnes. Je pense que ça vaut la peine de nous séparer en 2 petits groupes de 3 personnes chaque. Et en fait, je vais vous proposer la lecture et la discussion de des pages 54 et 55 et de la page 35, voyons ici. Oui, en fait, c'est page 35, 54 et 55 de la version PDF que je vous ai donnée. D'accord? Et je vais vous montrer ici dans le partage d'écran. Voilà. Parce que vous voyez ici mon écran, voilà. Parce que ici, je soulignais quelques parties, parce qu'il parle d'alternance démocratique. Donc, il y a ici une critique qu'il fait à l'Occident. Ça bouge un peu, c'est parce que Élise, mon chat, elle est ici sur la table. Un certain intérêt à la progression de l'extrême droite et il montre ici un positionnement modéré de la fraternité musulmane. Ça, c'est à la page 35. Et puis, à la page ou aux pages
54 et 55. Donc, nous avons ici, c'est un personnage qui parle, et nous avons une certaine, comment je peux dire, une certaine réflexion sur ce qui va se passer, ou c'est pas exactement ce qui va se passer, mais quels sont les propos de cette fraternité musulmane au niveau de l'éducation. Et, c'est-à-dire, quand on parle au niveau de l'éducation, c'est parce qu'on sait quel est l'importance de l'éducation pour les changements des valeurs. D'accord? Et d'une certaine façon, ici, il va parler de la fraternité musulmane, mais ça nous sert, comme je l'ai dit ici souvent, ça nous sert à réfléchir aussi à notre situation avec la droite conservatrice que nous avons aujourd'hui au pouvoir au Brésil. Donc, c'est un exercice de réflexion en quelque sorte comparé d'une fiction, d'une politique fiction française par rapport à notre contexte à nous ici, où ayant comme fond de ce débat la réalité actuelle au Brésil. Donc, ce que je vous propose, c'est de... parce que là, je vois encore quelqu'un a quitté la salle et on revient à 5 personnes encore une fois. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est on reste là, on ne va pas se diviser en deux petits groupes, donc on va travailler ensemble dans un seul groupe ici. Mais je ne vais pas faire le débat. Je voudrais vous écouter, vous lire avec vous ces extraits-là et vous écouter plus que parler. Je voudrais écouter votre opinion, vos opinions à propos de ces sujets-là. Donc, nous ne sommes pas nombreux pour qu'on se divise en deux groupes. Donc, on va travailler ici ensemble. Je laisse l'enregistrement et on revient ici à la page 35 du livre tout d'abord. Voyons ici. Et donc, nous avons, je vais lire moi-même, mais je ne voudrais pas faire le débat tout seul. Je voudrais vous écouter. D'accord? Donc, les contextes ici. Nous avons les narrateurs qui parlent ici de cette alternance démocratique, qui est en quelque sorte l'alternance de pouvoir, c'est un signe de la santé démocratique. Pas? Quand nous avons cette alternance entre les oppositions, c'est-à-dire que, et ça se passe tranquillement, ça peut être un signe de normalité démocratique, en quelque sorte. Mais ici, ce qu'il nous suggère, c'est oui, d'accord, mais quand on passe démocratiquement à l'extrême, est-ce que ça c'est un signe de normalité ou pas? N'est-ce pas? Donc, nous avons ici le contexte. Curieusement, les pays occidentaux étaient extrêmement fiers de ce système électif qui n'était pourtant guère plus que le partage du pouvoir entre deux gangs rivaux. Ils allaient même parfois jusqu'à déclencher des guerres afin de l'imposer aux pays qui ne partageaient pas leur enthousiasme. Ici, j'ai mis le ballon à côté, une critique à l'Occident, parce que c'est peut-être un peu moins la France aujourd'hui, mais la France aussi, mais surtout les États-Unis avec des guerres au Moyen-Orient, en Irak, etc., en Afghanistan, par exemple. L'idée, c'est de développer la démocratie dans ces pays-là, mais ce qu'on fait, c'est une imposition par la guerre, n'est-ce pas?
Si on parle de paix démocratique, ce que la démocratie fait dans ces cas, ce n'est pas la paix, mais c'est la guerre. Et c'est drôle, il y a une théorie des politiques internationales qui dit exactement de la paix démocratique, n'est-ce pas? C'est drôle parce que tout d'abord, on disait que les démocraties n'entrent pas ou ne font pas la guerre entre soi ou entre elles, n'est-ce pas? Et puis, quand on commence à voir des guerres entre des pays plus ou moins démocratiques, on a changé la définition de la paix démocratique, et c'est les démocraties qui se comprennent comme telles ne font pas la guerre contre une autre démocratie reconnue comme telle. Donc, vous voyez comment c'est la construction du discours à ce niveau-là. Donc, il suffit de ne plus reconnaître l'autre comme une démocratie pour pouvoir faire la guerre, n'est-ce pas? Donc, ici, il y a déjà cette critique à une certaine paix démocratique. Et il suit. La progression de l'extrême droite depuis avait rendu la chose un peu plus intéressante en faisant glisser sur les débats le frisson oublié du fascisme. Mais ce n'est qu'en 2017 que les choses avaient commencé à bouger vraiment avec le second tour de la présidentielle. La presse internationale médusée avait pu assister à ce spectacle honteux, mais arithmétiquement inéluctable, de la réélection d'un président de gauche d'un pays de plus ou moins d'un pays de plus en plus ouvertement à droite. Le contexte ici, c'est parce que il est en 2015, il parle de la France de 2022, et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il considère que François Hollande, qui était le président en 2015, allait gagner encore un deuxième mandat, pour remporter la victoire dans les élections de 2016 et avoir un deuxième mandat. Et en fait, pour vous donner un contexte, François Hollande était un président du Parti socialiste qui a été élu en 2012. Et il a promis en quelque sorte, si il n'arrivait pas à faire baisser les taux de chômage, a taxa de desemprego, il n'allait pas se présenter aux élections. Et Emmanuel Macron, qui aujourd'hui est le président français, il était le ministre de l'économie de François Hollande. D'accord? Et ce qu'il faut dire ici, François Hollande était un président du Parti socialiste, un homme de gauche, vraiment de gauche, de gauche social-démocrate en quelque sorte. D'accord? Et il y a un nom qui revient ici, c'est Emmanuel Valls, qui était le premier ministre de la France de François Hollande. Emmanuel Valls, si je ne me trompe pas, il était un politicien du Parti socialiste aussi, si je ne me trompe pas. Mais il était dans le Parti socialiste quelqu'un beaucoup plus à droite. Par exemple, juste pour vous donner un exemple, Emmanuel Valls était ce genre de politicien très lié à la sécurité publique. Donc, qui n'hésite pas à mettre les forces de l'ordre, la police dans la rue et battre les gens. Donc, dès qu'il y a une manifestation, la police était là et la police était violente. Et c'était un homme de discours durs. Donc, un politicien de gauche du Parti socialiste, mais beaucoup plus conservateur. D'accord? Et Emmanuel Macron était aussi, si je ne me trompe pas, Emmanuel Macron était
affilié au Parti socialiste depuis longtemps, raison pour laquelle il est devenu le ministre de l'économie de François Hollande. Et puis, il a quitté le Parti socialiste, il a fondé son parti ou son mouvement, La République en marche. Et dès qu'il est devenu le président de la République en France, il a assumé une posture beaucoup plus de droite que socialiste, qui était son parti d'avant. Et quand on parle en France de parti socialiste, c'est beaucoup plus social-démocrate. D'accord? Ce n'est pas un parti socialiste qui va détruire la propriété privée, etc. Non, c'est un parti de la social-démocratie en France. D'accord? Centre-gauche. C'est pas gauche, ou extrême gauche, ou quelque chose comme ça. Et donc, ici, on dit la presse internationale médusée avait pu assister à ce spectacle honteux de la réélection d'un président de gauche dans un pays de plus en plus ouvertement à droite. Et surtout, il faut le dire aussi, c'était avant cette histoire du livre, c'était avant les attentats terroristes, mais d'une certaine façon, il y avait une montée contre l'islam. On parlait déjà des radicalisations de certains islamistes. Je me corrige là, je m'excuse aussi de ne pas parler de radicalisation des islamistes, mais plutôt des djihadistes. Parce que l'islam, c'est une religion et nous avons des gens très modérés à l'intérieur de la religion. Mais ceux qui pensent la religion comme une guerre religieuse, une croisade moderne, ce sont plutôt les djihadistes. D'accord? Donc, il y avait déjà cette présence. Et je passe au deuxième extrait ici. Un mois après les résultats du second tour, Mohamed Benabès annonça la création de la fraternité musulmane. Une première tentative d'islam politique, le Parti des musulmans de France, avait avorté, une première tentative d'islam politique, le Parti musulman de France, avait avorté rapidement en raison de l'antisémitisme embarrassant de son leader, qui l'avait même conduit à nouer des liens avec l'extrême droite. Ici, c'est intéressant parce qu'on voit une liaison entre ce projet de création d'un parti musulman de France avec l'extrême droite parce qu'il s'est rencontré dans l'antisémitisme, c'est-à-dire la haine aux Juifs. Donc, c'est ces genres, vous voyez comment nous avons ici un contexte de la politique pragmatique. Le pragmatisme politique qui nous fait ou qui nous annonce la proximité ou la possibilité de proximité entre un parti musulman et l'extrême droite. Et on continue ici. Tirant les leçons de cet échec, la fraternité musulmane avait veillé à conserver un positionnement modéré, ne soutenait la cause palestinienne qu'avec modération et maintenait des relations cordiales avec les autorités religieuses. Sur le modèle des partis musulmans à l'œuvre dans les pays arabes, modèle d'ailleurs antérieurement utilisé en France par le Parti communiste, l'action politique proprement dite était relayée par un réseau dense de mouvements de jeunesse, d'établissements culturels et d'associations caritatives. Donc, vous voyez ici que, et ça, c'est parce que cette page-là, en fait, ce n'est pas encore la page d'éducation, c'est la page du contexte politique général apporté par Michel Houellebecq. Et c'est intéressant parce que il fait exactement ce parallèle dont je faisais tout à l'heure de l'appropriation de la pensée des Gramsci par
la gauche et par l'extrême droite aujourd'hui au Brésil. N'est-ce pas? Et c'est drôle, par exemple, je fais une recherche sur grunge parce que je voudrais écouter encore plus de choses. J'ai trouvé un podcast dont une des épisodes était sur grunge. Donc, on parlait politique et philosophie dans ce podcast en portugais. C'était intéressant de trouver quelque chose en portugais. Et je me suis dit, donc, je vais voir la chaîne sur Spotify. Et puis, je me suis dit, je vais voir si ce podcast-là, cette chaîne, a aussi une chaîne sur YouTube. Et quand je suis entré dans la page de cette chaîne sur YouTube, la première vidéo, c'était un débat entre le mec qui organise ce podcast et Olaf Scarpa. Donc, c'était drôle de voir comment une figure dans les débats publics aujourd'hui est présente autour de ce sujet-là. Et donc, je reviens ici. Donc, voilà. Et il fait ce parallèle. Le modèle des partis musulmans à l'œuvre dans les pays arabes, modèle d'ailleurs antérieurement utilisé en France par le Parti communiste. Donc, on voit un parallèle ici d'un modèle de parti politique qui est assumé selon le contexte ici, à présent, par les partis musulmans en général, et qui était utilisé dans le passé par le Parti communiste en France. Et c'est intéressant parce que la procédure, c'est l'action politique dite, proprement dite, était relayée par un réseau dense des mouvements de jeunesse, c'est-à-dire bureaux d'étudiants comme DA, CA et DCE, n'est-ce pas? Ou l'Union nationale des étudiants, etc. D'établissements culturels, on peut parler ici de l'esprit associatif en général. Établissement culturel, ça peut être... vous voyez que aujourd'hui, on pourrait même considérer une mosquée un établissement culturel en quelque sorte. N'est-ce pas? Et finalement, association caritative. Donc, un réseau qui s'organise et puis nous avons la diffusion des valeurs politiques et morales. N'est-ce pas? Et donc, je passe à la page 54 et 55. Pardon, aux pages 54 et 55. Maintenant, ça cessé le bruit à l'extérieur et j'écoute Caetano qui pleure et donc je me concentre. Et il est bien assisté par sa mère. Ne vous inquiétez pas. On ne néglige pas l'enfant ici. Et donc, on arrive ici. Et c'était le personnage, c'était le mari. Je reviens ici. Parce que François, j'ai oublié le nom du personnage, mais c'est le mari d'une collègue. Sa collègue était Marie-Françoise, ici. Et puis, elle va parler elle va inviter François à la maison, et c'est son mari qui va faire ses discours sur l'éducation ici. Mais je n'ai pas son nom, je ne sais pas souligner son nom. Bon, ici. Ouais, mais peu importe. Je passe son nom ici. Et donc, il commence. Je vérifie l'heure. Les négociations entre le Parti socialiste et la fraternité musulmane sont beaucoup plus difficiles que prévu. Pourtant, les musulmans sont prêts à donner
plus de la moitié des ministères à la gauche, y compris les ministères clés comme les finances et l'intérieur. Donc, ici, c'est intéressant parce que c'est l'introduction à ce débat culturel éducatif. D'accord? Raison pour laquelle ça m'a remis à cette discussion sur la guerre culturelle et la hégémonie culturelle. Donc, le Parti social, les musulmans étaient prêts à donner plus de la moitié des ministères à la gauche, même des ministères clés ou importants comme les finances et l'intérieur. Ils n'ont aucune divergence sur l'économie et sur la politique fiscale. Pas davantage sur la sécurité. Donc, vous voyez, si Houellebecq, à la page 34, il a fait le parallèle entre l'extrême droite et les musulmans qui coïncidaient leur haine contre les juifs. Ici, nous avons la gauche et le parti musulman, ou les musulmans de la fraternité musulmane, comme étant d'accord au niveau des finances, de l'économie, de la politique fiscale, de la sécurité. Et je continue ici, ils ont des surcroît, contrairement à leurs partenaires socialistes, les moyens de faire régner l'ordre dans les cités. Il y a bien quelques désaccords en politique étrangère. Ils souhaiteraient que la France ait une condamnation un peu plus ferme d'Israël. D'accord, donc ils sont d'accord sur des aspects tels quels finances, intérieure, politique fiscale, sécurité. En désaccord, plus ou moins, politique étrangère, parce qu'ils souhaiteraient de la France une condamnation plus ferme d'Israël à cause de la politique contre la Palestine et le Moyen-Orient. Mais ça, la gauche leur accordera sans problème. Et ici, il y a un changement. La vraie difficulté, 2 secondes, je vais utiliser la flèche ici. Je commence ici. Voyons. La vraie difficulté, le point d'achoppement des négociations, c'est l'éducation nationale. L'intérêt par l'éducation est une vieille tradition socialiste et le milieu enseignant est le seul qui n'ait jamais abandonné le Parti socialiste, qui ait continué à les soutenir jusqu'au bord du gouffre. Gouffre comme abîme, terre do abisme. Seulement là, ils ont affaire à un interlocuteur encore plus motivé qu'eux et qui ne se dira sous aucun prétexte. La fraternité musulmane est un parti spécial, vous savez. Et ici, n'oubliez pas, c'est le discours d'un personnage, ce n'est pas le narrateur, d'accord? Et je suis ici, la fraternité musulmane est un parti spécial, vous savez. Beaucoup des enjeux politiques habituels les laissent à peu près indifférents. Et surtout, ils ne placent pas l'économie au centre de tout. Pour eux, l'essentiel, c'est la démographie et l'éducation. La sous-population qui dispose du meilleur taux de reproduction et qui parvient à transmettre ses valeurs triomphe. À leurs yeux, c'est aussi simple que ça. L'économie, la géopolitique même ne sont que de la poudre aux yeux. Celui qui contrôle les enfants contrôle le futur. Point final. Alors, les seuls points capitaux, les seuls points sur lesquels ils veulent absolument avoir satisfaction, c'est l'éducation des enfants. Et François dit, et qu'est-ce qu'ils veulent? Et le mari de Françoise dit, eh bien, pour la fraternité musulmane, chaque enfant français doit avoir la possibilité de bénéficier du début à la fin de sa scolarité d'un enseignement islamique. Et l'enseignement islamique est à tout point de vue
très différent de l'enseignement laïque. D'abord, il ne peut en aucun cas être mixte, garçons et filles. Et seules certaines filières seront ouvertes aux femmes. Ce qu'il souhaiterait, au fond, c'est que la plupart des femmes, encore école primaire, après l'école primaire, soient orientées vers les écoles d'éducation ménagère. Éducation ménagère ici, éducation de l'art. D'accord? Et qu'elles se marient aussi vite que possible. Une petite minorité poursuivant avant de se marier des études littéraires ou artistiques. Donc, on va réserver aux femmes, si elles arrivent à faire des études artistiques et littéraires. Ce serait leur modèle de société idéal. Par ailleurs, tous les enseignants, sans exception, devront être musulmans. Les règles concernant les régimes alimentaires, les cantines, les temps parce que, comme vous savez, les règles concernant les régimes alimentaires des cantines, c'est comme on le dit en français, halal, ou la viande halal. C'est-à-dire que quand on tue un animal pour le manger, il faut faire une prière en arabe, il faut être tourné vers on dit la mosquée de Mecque, etc. Voyons ici le régime alimentaire des cantines. Les temps dévolus aux 5 prières quotidiennes devront être respectés, mais surtout le programme scolaire en lui-même devra être adopté aux enseignements du Coran. Voyons encore ici. Je vais sauter cette partie-là et je vais lire ce dernier paragraphe ici. Absolument, c'est déjà acté dans les négociations. Ça, c'est important parce que les négociations ici, on parle des négociations du Parti socialiste avec la fraternité musulmane. D'accord? C'est d'ailleurs parfaitement conforme à la théorie de la charia de minorité qui est soutenue depuis longtemps par la mouvance des frères musulmans. Eh bien, pour l'éducation, ça pourrait être un peu la même chose. L'école républicaine demeurerait telle qu'elle, ouverte à tous. Mais avec beaucoup moins d'argent, le budget d'éducation nationale sera au moins divisé par 3. Et cette fois, les profs ne pourront rien sauver dans le contexte économique actuel. Toute réduction budgétaire sera certaine de rallier un large consensus. Et puis, parallèlement, se mettrait en place un système d'écoles musulmanes privées qui bénéficierait d'équivalence des diplômes et qui pourrait, elle, recueillir des subventions privées. Évidemment, très vite, l'école publique deviendra l'école au rabais et tous les parents, un peu soucieux de la vie de leurs enfants, les inscriront dans l'enseignement musulman. Donc, je termine là. Ça, c'était les passages. Et il est 9h37. L'idée ici, aujourd'hui, de ce que je voulais débattre, et je parle sans arrêt, c'était d'utiliser ces passages-là concernant l'éducation, les valeurs occidentales, et cette idée de guerre culturelle en quelque sorte pour réfléchir. L'idée en fait c'était de tout d'abord de comprendre le texte de Houellebecq en détail, raison pour laquelle je vous donne quelques extraits précis et pas, je ne vous laisse pas à réfléchir ouvertement sur le livre. Et par contre, de faire ce parallèle, d'utiliser cette
politique fiction pour penser notre contexte, pas notre contexte exactement brésilien actuel, mais peut-être notre situation, parce que là, on peut se mettre ensemble avec la France en tant que des nations occidentales, avec certaines valeurs présentes depuis toujours, pas depuis toujours, je me corrige, mais quelques valeurs établies autour de démocratie, enseignement laïque, respect aux différences religieuses. Et là, ce que le projet que ce livre nous montre, c'était un projet d'imposition d'une vision unique de monde. D'accord. Qu'est-ce que et la question, elle n'est pas peut-être pas très bien précise, mais comment vous vous sentez après la lecture, cette introduction, vous êtes à l'aise avec ça, vous êtes, vous vous sentez genre fatigué et incapable de changer les cours des choses. Comment vous sentez en lisant ces pages-là? Je voudrais vous écouter à ces propos. Dans les 10 minutes qui nous restent. J'ai commencé à lire les livres. Je pense que je lis 60%, 65% du livre selon mon Kindle qui Tu le dis? Oui, qui le dit. Et je ne sais pas, je suis un peu confus sur ça parce que si les musulmans sont à la France, par exemple, et il y avait de la colonisation dans les pays arabiques par la France, je ne sais pas parce que je pense qu'ils doivent faire partie de la politique de la France aussi. Donc, je suis un peu confus. Je ne sais pas qu'est-ce que je... C'était une chose qui me fait penser à beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas, je suis un peu... je dois réfléchir un peu plus profondément sur cela. C'est un livre qui m'a donné un mal à l'aise. Il y avait plusieurs raisons. Et ces personnages-là qui est le narrateur de l'histoire, je ne sais pas si je le déteste, si il est pareil avec moi. Je ne sais pas. C'est vraiment difficile pour moi d'avoir une opinion très certaine sur ces choses-là parce que je ne sais pas beaucoup sur la politique de la France. Et ici au Brésil, je suis aussi un peu confus parce que pour moi, c'était tellement une surprise quand Bolsonaro s'était élu. Je n'ai jamais imaginé que ça deviendrait, mais ça deviendra. Mais je ne sais pas. Il y a beaucoup de réflexions que nous pouvons faire sur l'ascension de l'extrême droite aussi. C'est une livre qui m'a donné beaucoup mal à l'aise parce que je ne sais pas quoi penser. D'accord. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, Marcos, parce que d'une certaine façon, tu as dit tu ne connais pas très bien le contexte politique français.
Et d'une certaine façon, le choix des livres que j'ai fait en mettant sur la liste Soumission et Chansons douces, c'était de vous donner ou de vous faire penser ou de vous faire avoir une vision critique de la France, comme des étudiants en langue française, n'est-ce pas? Parce que certains parmi vous vont enseigner la langue française. Et si vous n'êtes pas encore des enseignants des langues françaises, peut-être vous n'avez pas cette expérience, mais dès que vous deviendrez des professeurs de français, vous allez avoir des élèves qui cherchent à apprendre la langue française parce que c'est chic, parce que la France, c'est merveilleux, c'est le pays de la mode, c'est le pays de la bonne cuisine, c'est le vin, les fromages. Et c'est intéressant, il y a un extrait quand Myriam de Soumission dit à François qu'elle va partir en Israël avec sa famille. Et elle dit je ne suis pas prête à partir en Israël. J'aime la France, je suis française. J'aime les fromages. Elle résume son appartenance à la France à j'aime le fromage. C'est plus ou moins comme se dire non, je suis brésilien, quoi. J'aime la feijoada ou j'aime le carnaval. Donc, c'est ce genre de visions stéréotypées de la France que je voudrais éviter, en fait. Et assez souvent, on pense à la France comme un pays démocratique, etc. Et il y a un passé colonial très fort. Un étudiant, j'ai commencé à parler ici aujourd'hui de cette tribune des généraux ou tribune des militaires qui ont menacé Emmanuel Macron d'intervention militaire. J'ai lu sur une tentative d'intervention militaire en 1961, si je ne me trompe pas, contre le président général de Gaulle, parce que de Gaulle était un général, mais il a été élu président de la France. Et la tentative d'intervention contre de Gaulle, c'était parce que les militaires n'étaient pas d'accord de perdre l'Algérie comme colonie. Donc, vous voyez que la France aussi a là un passé conservateur en quelque sorte. Donc, une tentative, vous voyez, dans les débuts des années 60, après la Deuxième Guerre mondiale, une tentative d'intervention militaire en France parce que les militaires n'étaient pas d'accord de perdre l'Algérie comme colonie. Donc... oui, mais, désolé, tu peux parler. Ouais, vas-y. Non, vas-y. Il y a quelque chose de très intéressant parce que le narrateur, il parle à Myriam qui il ne sait pas si les femmes doivent être les mêmes droites à voter, oui, des choses comme ça, comme les hommes. Et je pensais que oui, en France, en fait, il n'y avait pas de nom de les professions au féminin parce que l'Académie de lettres françaises est très conservateur. Oui, conservatrice. Conservatrice, ouais. Oui. C'est un mot qui probablement... Et il y a beaucoup de choses comme ça, donc c'est très intéressant parce que je ne cherche pas à voir comment une personne conservatrice voit le monde, et c'est parce que c'est pour ça que j'étais surpris quand
Bolsonaro a été élu ici au Brésil. Donc, je ne comprends pas les scénarios politiques ici au Brésil de l'extrême droite parce qu'il y a beaucoup à comprendre. Il y a beaucoup de choses que je ne savais pas jusqu'à ce moment. Et à la France aussi, ces mouvements de l'extrême droite, c'est complètement nouveau pour moi et donc me fait mal à l'aise. Pour moi, je continue à vivre ma vie sans faire attention à ça, mais on doit comprendre. Donc, oui, c'est un livre très intéressant pour ça. Hein? Non, c'est intéressant ce que tu dis parce que d'une certaine façon, par rapport au contexte brésilien de l'élection de Bolsonaro, la presse, une partie de l'intellectualité aussi, ils n'étaient pas au courant de la montée de l'extrême droite au Brésil. En France, à ce niveau, c'est un peu différent parce que le parti de Marine Le Pen, le Front National, était un parti d'extrême droite depuis toujours. D'accord? Donc, peut-être chez les Français, la présence de l'extrême droite était déjà vue et d'une certaine façon, et c'est pour ça aussi que j'utilise la littérature pour vous présenter ces contextes. Ça, c'est pas pour faire la militance, d'accord? C'est plutôt pour vous présenter, par exemple, avec Chanson douce, nous avons une critique de la société française au niveau de la bourgeoisie ou de la petite bourgeoisie éclairée, en quelque sorte. Parce que, comme nous avons vu, c'était un couple de biens, des classes moyennes, avocate et producteur musical, qui avait un enfant, qui embauchait une nounou, etc. Mais on avait les enjeux par rapport au racisme, par rapport aux immigrants, par rapport aux Arabes aussi. Genre, Myriam de Chanson douce avait dit « Je ne veux pas une nounou qui parle arabe avec mon enfant ». Souvenez-vous peut-être de cet extrait. Et donc, et là, peut-être, les cas de Myriam et Paul de Chanson douce, ils étaient des classes moyennes, des centres-gauche. Donc, des gens partenaires de l'égalité, fraternité, etc. Et avec ce contexte de soumission, nous avons une critique qui est placée dans un autre domaine, peut-être plutôt l'intellectualité. Et ce qui m'intéresse ici, c'est l'apathie qu'il montre au niveau des intellectuels. Évidemment, ici, nous n'avons pas un portrait ou un contexte de la France, mais c'est centré sur François, un prof de littérature. Pour vous donner un exemple curieux, quand j'entendais mon père parler parce que mon père était étudiant à Belo Horizonte dans les années 60, et je lui demandais comment c'était à cette époque la dictature, s'il était un étudiant militant, s'il a participé dans les manifestations, etc. Il a dit que non, et pour moi, c'était décevant, parce que mon père, il était déjà fonctionnaire à cette époque-là. Et il a dit je ne pouvais pas participer parce que je risquais de perdre mon emploi. Et comme il ne venait pas d'une famille riche, etc., il ne pouvait pas se jouer avec ça. Donc, il n'a pas participé. Et j'ai eu un prof de littérature à Belo Horizonte qui était étudiant en lettres en 68. Et il y a un cas hyper intéressant parce qu'il y avait la fac des sciences de philosophie et sciences humaines et de lettres de l'UFMG qui était dans un quartier qui s'appelle Saint-Antoine, placé à la rue Carangola. Et l'armée a encerclé, a fait le cercle de la fac des philosophies et sciences humaines pour arrêter certains étudiants. Et le directeur de la fac est venu à la porte
et il a dit aux militaires, je vais le dire en portugais parce que c'est plus intéressant, parce que les militaires voulaient envahir la fac des sciences humaines et lettres de l'UFMG. Et le directeur, il est allé à la porte et il a dit, aqui só entra com vestibular. Et c'était un cas exemplaire de cette époque. Et j'ai eu un prof de littérature qui était étudiant à cette époque-là. Il était dans les bâtiments de la fac, encerclé par les militaires. Et quand il a fini, son cours était fini, et il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas sortir parce qu'il y avait les militaires autour de la fac. Et ce qu'il nous a raconté qu'il a fait, il a cherché une salle vide, et il a mis son sac à dos par terre, il s'est couché et il s'est endormi pendant c'était pas une occupation, mais les barrières des militaires. Donc, au lieu de résister et d'être présent dans cet événement, ce qu'il a fait, c'était se mettre totalement à part de la situation. Et pourquoi je me souviens de l'histoire de ces professeurs? Parce que les cas de François de soumission, c'est en quelque sorte, c'est pas pareil, mais il met du temps à se rendre compte des transformations qui étaient en cours, n'est-ce pas? Et donc, c'est intéressant de voir, quand on parle de pragmatisme politique, jusqu'où les gens sont capables de négocier, parce que, et pourquoi je parle ici, j'ai choisi ces extraits d'éducation, etc., et des valeurs. Parce que assez souvent dans nos discours, on met nos valeurs comme des principes, comme des choses importantes à se battre, mais dès qu'il y a un danger, on est prêt à négocier. Et là, le contexte que Houellebecq nous donne ici, c'est le Parti socialiste, le parti des gauches. Le parti qui défendait la liberté politique, la liberté de religion, les droits entre hommes et femmes, etc., est le parti politique qui était prêt à négocier avec la fraternité musulmane. Et à négocier quoi? La liberté et la liberté tout court, quoi. La liberté de travail, de penser, la liberté religieuse, etc. Et encore une chose intéressante par rapport à ce que tu as dit. Les gens que je suis aujourd'hui, des chercheurs qui essayent de comprendre comment on est arrivé où nous sommes aujourd'hui, plusieurs étaient au courant de ce qui se passait et qu'on ne voyait pas. Et François, en quelque sorte, il se rend compte après, on voit au début du livre qu'il n'est pas inquiet, n'est-ce pas? Et c'est intéressant parce que c'est juste après, il y a Myriam et sa famille qui quittent le pays, la conversation avec le mari de sa collègue, et puis il voit les résultats des élections et les conséquences réelles dans sa vie. Et quand il se rend compte, c'est déjà trop tard. C'est ça, en fait, qui dérange. C'est comme si, peut-être c'est le risque que nous avons tous de vivre dans notre bulle, des gens qui pensent comme nous. Parce qu'on pense que le monde, c'est ce qu'on est capable de voir. N'est-ce pas? Mais il y a d'autres forces qui agissent en même temps. D'accord? Et avec ce cas de la tribune des militaires, c'est un cas réel, menaçant une intervention militaire en France. Parce qu'ils disent que Emmanuel Macron ne résiste pas à la présence de l'islam et ce qu'ils disent les hordes suburbaines, hordes suburbaines.
En fait, ce qu'ils veulent dire avec horde suburbaine, ce sont les quartiers des migrants. Donc, vous voyez que ici, nous avons plus ou moins le même discours de la haine, mais il est projeté contre d'autres groupes, n'est-ce pas? Et en France, il est projeté aujourd'hui contre les musulmans et les immigrants tout court. Pas forcément musulmans, mais peu importe, n'est-ce pas? Si on est latin, brésilien, chinois, il y a un mouvement de haine, en quelque sorte, contre tout ce qui n'est pas français des souches, comme je vous ai dit, ou français pur, en quelque sorte, comme si c'était possible aujourd'hui de ce genre de choses. Donc, là, on est déjà à 10 heures. Mais l'idée, c'était, parce que je vais vous proposer une question un peu plus claire à réfléchir à ces propos. Je comprends, comme je vous ai dit, la difficulté de ces romans. Aussi, mais c'est ça, je crois que on arrive aussi quand même à avoir une vision de la France différente de cette France de l'imaginaire des gens intéressés à la langue française au Brésil. C'est-à-dire la France comme un pays chic, le pays de l'égalité, fraternité et liberté, le pays du cinéma, d'Amélie Poulain, de la Nouvelle Vague, de la haute culture, et de la haute couture, n'est-ce pas? Alta costura et alta cultura, la grande littérature, etc. D'accord? Et donc, les choix, c'était exprès. Donc, chanson douce, soumission. On va faire cette inversion maintenant et on va discuter d'abord Nathalie Sarraute. Et Nathalie Sarraute, on va avoir affaire avec des questions plutôt littéraires, même formelles. D'accord? Et avec Annie Ernaux, on revient aux questions sociales avec le droit de la femme, le droit à choisir de faire un avortement en sécurité, le droit à son propre corps. D'accord? Et donc, il y a évidemment des questions littéraires parce que c'est un récit autobiographique avec tout ce qui en découle, n'est-ce pas? Le récit de soi, mais aussi la place de la femme et les droits de la femme sur son corps. Et là, on va changer un peu, peut-être, ce sera toujours social, mais peut-être un peu plus intime, en quelque sorte. Mais on aura cette parenthèse plutôt littéraire avec Nathalie Sarraute. D'accord? Donc, je vais vous proposer cette activité. Je vais essayer de l'élaborer aujourd'hui et vous envoyer. Donc, je vais vous donner un peu plus d'une semaine pour la répondre. Mais ce sera une réflexion. Je ne vais pas exiger beaucoup plus. Mais, s'il vous plaît, avancez dans la lecture de Tropisme de Nathalie Sarraute et dès que possible, l'événement d'Annie Ernaux parce que nous avons encore 3 semaines de cours. Ça va être la course, quoi. Ça va être rapide. D'accord? Est-ce que vous avez des questions ou c'est bon? C'est bon. Non, D'accord. c'est bon. Je Seulement un comptais- doute, prof. Oui, À vas-y. cause de l'évaluation de... Parce que j'ai vu, le système de notes que tu utilises, c'est sur 55 ou sur 60? C'est sur 100. Sur 100? Oui, parce que en fait, ces étapes préliminaires de la dissertation arrivent à 10 points, n'est-ce Mhm. pas? Il y a 10 points euh, pour l'exposé oral, donc 20 points. 5 points, c'était pour le débat qu'on a fait autour de l'œuvre de la dissertation, 25. D'accord?
La dissertation, attends, il faut que je vérifie ça parce que à la base, c'était 50 points. Oui, non, c'est ça. Nous avons 5 pour le débat, 10 pour les premières étapes de la dissertation, 15. L'exposé oral, 10 points, 25. Et 25 la version finale de la dissertation. Et vous avez répondu à la question de chanson douce, c'est 12 points et demi. Je vais vous proposer une activité maintenant sur soumission 12 points et demi, une question sur tropisme et l'autre sur Annie Ernaux, 12 points et demi. Ça fait 50 points. Donc 50 points autour de la dissertation et 50 points autour des romans discutés ici ensemble. D'accord? D'accord. Et mais t'inquiète pas, Rodrigo. Surtout, par exemple, pour le livre Tropisme de Nathalie Sarraute, probablement, je vais vous demander une activité plutôt d'écriture créative. Mhm. D'accord? Donc, ce n'est pas quelque chose de compliqué pendant que vous serez en train de faire la version finale de la dissertation. D'accord? Et Parce que genre, c'était seulement un doute que quand j'ai vu la liste d'activités, je fais la somme et ça donnait 50 quelque chose et demi. Et donc j'ai dit, d'accord, donc mais c'est 4 activités c'était la base la base de la note qui m'a laissé un peu confus. D'accord. Et donc, par exemple, pour Nathalie Sarraute, probablement, je vais vous demander de continuer un peu une des histoires, tu vois. Comme ce sont des débuts d'histoire sans suite, je vais vous demander une écriture littéraire, en fait. Juste la continuité d'une histoire. Quelque chose de simple, 5 lignes, pas plus que ça. Quelque chose comme ça, facile à faire, d'accord? Tranquille. Ok, donc à la semaine prochaine, et donc la semaine prochaine, je vais vous parler du contexte du mouvement Les Nouveaux Romans, d'accord? Donc avancer dans la lecture de Tropisme de Nathalie Sarraute, c'est très intéressant et facile à lire. Ok, Ok, ok. Bon, au revoir et à la semaine prochaine. merci. Bonne Merci à journée. vous. Merci à Au toi aussi. revoir. À vous aussi. Bonne Au journée. revoir, Marc. Bonne journée.